Et Oui, ça fait combien de temps qu'on parle d'histoire militaire? bientôt 4 ans. Et tu te souviens de notre première vidéo? Ouais, j'étais vraiment pas à l'aise. Ouais, bah nous non plus, je te ferai dire. Salut, je crois pas qu'on ait été présenté. Ah oui, pardon, JD de la chaîne Asclépios, mes hommages respectueux. Mais je t'en prie, continue, reprends où t'en étais. Ok, bah enchanté. On parlait de quoi? On parlait de notre début sur YouTube. Et il serait peut-être temps de faire la première bataille qu'on s'était engagé à faire, non? Quoi? Mais tu crois qu'on est prêt? Aujourd'hui, nous allons parler d'une bataille qui est très certainement un des plus grands aboutissements de la tactique pure. La bataille de Gaugamel en 331 avant Jésus-Christ, qui a opposé l'armée macédonienne d'Alexandre le Grand à l'armée perse de Darius III. Alexandre le Grand, à la tête de la Macédoine et de la Grèce, s'est lancé dans une grande invasion de l'empire perse de Darius III en 334 avant Jésus-Christ. Après avoir gagné la bataille de Granique et celle d'Issos, première à avoir été décrite dans cette chaîne, il tient l'Asie mineure et se concentre sur la côte méditerranéenne du Moyen-Orient et pousse jusqu'en Égypte. Cela lui est possible car Darius lui laisse les mains libres pour se constituer la meilleure armée possible. Bon, une fois qu'on en est là, on peut voir qu'Alexandre le Grand a déjà réussi un tour de force majeur. Mais cela ne lui suffit pas. Il veut devenir le nouvel empereur de Perse et d'Asie. Il reprend donc son invasion. En 331, l'armée macédonienne reprend l'offensive. S'il vise initialement Babylone, capitale de l'Empire perse, Alexandre se ravise en apprenant que Darius III a levé une immense armée pour l'arrêter et préfère passer par le Tigre. De fait, les Perses sont surpris par ce mouvement, empêchant ces derniers d'harceler les Macédoniens et de couper leur logistique. Darius décide malgré tout de le suivre et d'attendre son adversaire sur la plaine de Gaugamel, qu'il a fait préparer pour l'occasion. Bon, autant vous le dire tout de suite, les estimations du nombre de soldats présents à la bataille sont très difficiles. Pour les Macédoniens, on est entre 40 et 45 000 hommes, dont 7 000 cavaliers. La principale inconnue étant la quantité d'infanterie légère, étant entre 3 et 9 000. Par contre, pour les Perses, Disons que les sources sont quasi exclusivement grecques ou macédoniennes, et que ces dernières ont une belle tendance à exagérer, proposant de 250 000 à 1 million d'hommes. Et quand on dit 1 million d'hommes pour l'époque, ça veut plutôt dire beaucoup, mais on sait pas exactement combien. En gros. Les estimations modernes sont plus tempérées. Les plus basses stablent sur une cinquantaine de milliers d'hommes, tandis que les plus hautes vont jusqu'à 120 000. mais dans l'ensemble, je vous propose de retenir le chiffre de 90 000, qui est celui qui ressort le plus souvent, dont 20 000 cavaliers. Toujours est-il que les Perses sont bien plus nombreux que les Macédoniens. Et traumatisé qu'il est par ces dernières défaites, Darius a un objectif simple. Empêcher absolument Alexandre de le contourner pour qu'il ne puisse pas effectuer sa tactique du marteau et de l'enclume. Et pour bien comprendre son déploiement, il s'agit d'analyser ses troupes et les objectifs qu'il compte leur assigner. Car cette bataille, dans son déroulement, est un merveilleux exemple de la tactique pure, où chaque problème posé par l'adversaire doit trouver sa solution. Darius a une armée aux troupes très variées. Sur les ailes, il place son immense cavalerie qu'il sait beaucoup plus nombreuse que celle d'Alexandre. Ces ailes très fortes devront interdire les contournements possibles des Macédoniens et, si l'occasion se présente, déborder sur la droite. Au centre, Darius se positionne avec ses meilleures troupes. Garde impériale des immortels, mercenaires grecs, archers, le tout soutenu par plusieurs unités de cavalerie. L'ensemble de la ligne est d'ailleurs étendu pour profiter du surnombre. En deuxième ligne, tout le reste de l'infanterie perse, de qualité très hétérogène, mais formant une masse impressionnante. Le terrain, plat et régulier, est un choix de Darius pour pouvoir utiliser au maximum son surnombre, ainsi qu'une de ses armes favorites, les chars à faux. Ces chars sont des armes de haute technologie, coûteuses à produire, mais pouvant véritablement désorganiser les unités adverses. Tirés par 4 chevaux, avec un conducteur, un archer et un lancier, les chars à faux étaient utilisés comme des armes de choc, censées créer des failles dans les formations adverses. Car au-delà du poids et de la vitesse, les faux accrochés aux roues, qui fauchaient littéralement tous les membres inférieurs qui passaient à sa portée, étaient véritablement effrayantes pour leurs ennemis.
Et en même temps, ça peut se comprendre, le char à faux associe piétinement, arrachement brutal de membres, mutilation et parfois décapitation pour ceux qui en sont victimes. Des blessures difficiles à soigner tout autant que leur impact psychologique sur la troupe. Mais ces chars sont peu manœuvrables et requièrent un terrain suffisamment plat. Ça tombe bien, avant la bataille, Darius a fait nettoyer le terrain pour un emploi optimal. Ainsi, en souhaitant profiter de ces chars au nombre de 200 et frapper le plus vite et le plus fort possible, Darius les déploie en première ligne, prêts à mener la charge. Notons enfin la présence de quelques éléphants à l'arrière, mais ces derniers n'intervenant pas dans la bataille, inutile de s'étendre. On a donc une armée perse déployée en front étendu pour interdire la tactique favorite d'Alexandre le Grand. Les ailes sont renforcées, la droite doit déborder l'adversaire, la gauche interdit les manœuvres. En toute première ligne, les chars à faux, dont l'emploi doit créer un choc et perturber le dispositif adverse. Enfin, un centre fort en première ligne, soutenu par une réserve massive d'infanterie légère. En somme, le déploiement est professionnel, utilise les forces de l'armée perse et tente de s'adapter à l'adversaire. Mais il est un peu trop convenu. Pour ne pas dire prévisible, ce qui fait qu'Alexandre va proposer plusieurs solutions pour s'adapter à sa situation et à ce déploiement qu'il avait prédit. Mais cela ne se voit pas au premier coup d'œil sur son déploiement qui a l'air plutôt classique. En effet, le centre est composé de ces phalanges macédoniennes, formation serrée lourde avec des lances appelées saris, faisant à l'époque entre 4,5 et 5,5 mètres. La formation mériterait sa vidéo, mais retenez qu'elle est écrasante par sa densité, son déplacement et la portée de ses lances. À la droite du centre, les hypaspistes, infanterie d'élite. Sur les côtés, des archers et des peltastes, ainsi qu'un peu de cavalerie, dont à droite celle d'Alexandre, les compagnons, sorte de cavalerie lourde d'élite. Le tout est encadré par 2 ailes légèrement en retrait pour protéger les débordements. Enfin, quelques phalanges de réserve sont placées en deuxième ligne. Au cas où vous vous demanderiez, les peltastes sont des troupes légères de harcèlement armées de javelots. Ça a son importance pour la suite. Ici, Alexandre ne cherche pas à étendre sa ligne autant que celle de Darius. Il crée d'ailleurs 2 ailes plutôt défensives pour se protéger des possibles débordements. En fait, comme on va le voir, c'est un peu plus fin que ça, car Alexandre a un plan en plusieurs étapes. Mais voyons-le à travers la bataille. Dès le début, l'armée macédonienne étend sa ligne vers sa droite, tout en créant une diagonale. Dans le même temps, Alexandre, ses compagnons et son aile droite commencent à s'écarter du centre, suivis par les peltastes, certainement cachés par la poussière soulevée par les chevaux de la cavalerie. La réaction perse est immédiate. Voyant la gauche macédonienne, commandée par Parménion, offrir un espace de manœuvre important, l'aile droite perse s'élance sur elle pour tenter de la déborder, tandis que l'autre aile perse suit le mouvement d'Alexandre pour interdire sa manœuvre. Ici, on a la première partie du plan des Macédoniens. Il s'agit d'aspirer. En d'autres termes, des espaces sont créés pour attirer les troupes adverses qui y voient des erreurs ou des occasions tactiques. Sauf que tout ceci étant exécuté consciemment, ces mouvements permettent surtout de piloter ceux de l'adversaire, lui faisant faire ce qu'on attend de lui. Bref, on l'aspire. L'aile gauche macédonienne engage le combat, tandis que l'aile droite continue de s'éloigner, tout en s'approchant doucement, tant et si bien que leur vis-à-vis décide d'attaquer, de peur de les voir quitter la zone de terrain préparée à leur avantage avant la bataille. Ici, c'est la deuxième étape. Il s'agit de fixer. C'est-à-dire bloquer les troupes adverses en les enfermant dans un corps à corps. Une fois engagées, ces dernières ne pourront plus intervenir en cas d'imprévu. Et cela a toujours été l'objectif de l'aile gauche macédonienne, bloquer les Perses avec un combat long. Et sur l'aile droite, Alexandre sait retirer une partie de ses troupes du combat tout en s'appuyant sur les peltastes qu'il avait cachés. Ces derniers, bons tirailleurs, fixeront parfaitement l'aile gauche perse, mais ça, on le verra après. Alors que le combat est engagé sur les 2 ailes, Darius lance ses chars contre le centre dans le but de l'écraser le plus rapidement possible. Mais leur efficacité est nulle. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais Grecs et Macédoniens se sont déjà confrontés aux chars à faux et ont développé plusieurs tactiques pour pouvoir les rendre inefficaces. 2 possibilités. Soit les phalanges de première ligne s'écartent pour laisser passer les chars qui iront s'enferrer sur la seconde ligne, soit ils appliquent la formation dite en E. La formation en E consiste à resserrer les premiers rangs vers l'extérieur pour créer une souricière. Les chars étant peu maniables, surtout une fois lancés, les chevaux avaient tendance à refuser les pics des premiers rangs, mais entraient ainsi dans un piège. La 3e barre du E étant formée par le char ainsi stoppé, et dont les passagers étaient vite massacrés par les soldats l'entourant. Ainsi, les chars sont écrasés par des soldats macédoniens déjà formés à gérer ce problème tactique.
Bon, je vous cache pas que j'ai pas de certitude quant à la méthode employée durant la bataille, mais le résultat est là. Plus de chars. Pendant ce temps, le combat n'a cessé d'éloigner les ailes perses de leur centre. Et bien discrètement, Alexandre s'est écarté du combat. Son centre droit engage son vis-à-vis et le fixe petit à petit sur sa ligne. C'est le moment que choisit Alexandre qui forme un triangle et s'élance dans le trou laissé par la gauche perse. Les peltastes fixent la partie de la cavalerie perse qui tente de suivre ce mouvement, tandis que le centre gauche est pris en tenaille avec Darius au plus près du combat. Ici, c'est la troisième étape du plan d'Alexandre, la rupture. En changeant le rythme tactique d'un coup, il a imposé son tempo et s'est engouffré dans un espace qu'il avait créé par ses aspirations et qu'il avait maintenu par ses fixations. Le tout lui donne accès à un centre isolé, permettant de le piéger entre son infanterie d'élite et sa cavalerie personnelle, et en menaçant directement Darius. La manœuvre, cependant, a ouvert un espace entre le centre macédonien et l'aile gauche de Parménion, dans lequel s'engouffre la cavalerie indienne de Darius qui part mener un raid contre le camp macédonien plus loin. Ainsi, il n'attaque pas les arrières de Parménion, et la réserve macédonienne peut se replacer pour gérer cette cavalerie placée trop loin. Pendant ce temps, la première ligne du centre est écrasée, et Darius, craignant pour sa personne et son armée, décide de fuir. Alors, il est difficile de déterminer si l'armée perse s'enfuit en étant démoralisée par l'échappée de Darius, ou si tout ceci était une retraite voulue. À mon humble avis, c'est une retraite en bon ordre. Darius devait penser lever une nouvelle armée en partant de ce qu'il sauverait de Gaugamel. Un mauvais calcul politique puisque cette défaite le décrédibilise complètement. Toujours est-il qu'à partir de ce moment, elle quitte le champ de bataille. Si Alexandre hésite à le poursuivre, il fait malgré tout demi-tour lorsqu'il apprend que son aile gauche et Parménion sont au bord de la rupture. Son retour la sauve, tandis que le reste de l'armée perse se débande. C'est une des plus grandes victoires tactiques de l'histoire. Malgré un sous-nombre important, un terrain choisi par l'adversaire est à son avantage, et une armée loin de son territoire, Alexandre gagne la bataille de Gaugamel haut la main. On compte entre 1000 et 3000 pertes côté macédonien, contre 40 à 50 000 côté perse selon les travaux modernes. Ceci dit, on compte parmi les pertes des blessés. Et vous pourriez vous demander quelles étaient les blessures qu'on savait plus ou moins traiter à l'époque. Et j'aurais bien grand-peine à vous répondre. Aussi, je préfère passer la main à JD, de la chaîne Asclepios, sur laquelle vous pouvez en apprendre plus sur l'histoire de la médecine. Merci à toi Quentin. Le défi est de taille en effet car on a peu de sources. À l'époque d'Alexandre, l'organisation d'une médecine militaire à proprement parler était sûrement un enjeu stratégique et était donc passée sous silence. On établit la participation de médecins et de chirurgiens pendant les campagnes militaires helléniques depuis au moins le mythique siège de Troie, relaté dans l'Iliade d'Homère. Les récits de Macaon le chirurgien et de Podalire le médecin, deux héros achéens, permettent d'apprécier la vision de la médecine notamment au travers des soins apportés au roi Ménélas. On y lit la description du retrait d'une flèche, de l'aspiration ou du nettoyage d'un mauvais sang et de l'application d'herbes ou de plantes médicinales inconnues données par un centaure. Oui, parce que dans les récits mythiques, les descriptions parfois précises et réalistes côtoient des éléments merveilleux comme le fait qu'Asclépios, dieu de la médecine, soit le père de Macaon au Podalire ou l'existence du centaure Chiron, précepteur des grands de ce monde. On sait donc que les médecins grecs de l'époque hellénique, notamment les contemporains d'Alexandre, sont pour la plupart érudits et de bonne famille. Que ceux qui sont issus d'écoles prestigieuses comme celle de Cos, dont Hippocrate, se réclament de la lignée du dieu de la médecine et de Podalire lui-même. Et que la participation au corps expéditionnaire d'Alexandre est source à la fois d'apprentissage sur le terrain et d'un immense prestige pour le médecin et sa lignée. Dans les textes, le médecin dans l'armée est avant tout un combattant, mais l'existence d'un corps médical militaire dédié apparaîtra bien plus tard au cours de l'ère romaine. Il semble toutefois exister pour le haut commandement et les aristocrates une suite de médecins et de chirurgiens recrutés parmi les plus prestigieux de la contrée ou de la cité en question. Et comme la formation des médecins se fait principalement par l'apprentissage du disciple auprès d'un maître, les campagnes sont donc un moyen très direct de s'exercer à soigner tout type de blessures. D'ailleurs, sur le terrain, le médecin semble particulièrement estimé et protégé puisque plusieurs déclarations de protagonistes de l'Iliade affirment que leur valeur est celle de nombreux hommes. Enfin tout ça, c'est bien beau, mais ce qui vous intéresse à vous, c'est ce qui se passe sur le champ de bataille, et c'est justement grâce à l'étude des écrits d'Homère qu'on peut comprendre ce que deviennent les blessés de guerre. En effet, sur pas moins de 147 confrontations étudiées, on observe qu'en général le danger vient des coups portés par le mec d'en face. 78% d'entre elles sont fatales, témoignant d'une excellente capacité des belligérants à faire passer leurs opposants de vie à trépas. Le pronostic de vos blessures dépend de la zone de votre corps qui est touchée. Si vous êtes frappé ou touché à la tête, vous allez décéder dans 100% des cas. Si vous êtes blessé au tronc, c'est 85%. Si vous êtes blessé au cou ou dans la région cervicale,
81%, et logiquement, les blessures des extrémités sont finalement les moins mortelles, à seulement 14%. C'est d'ailleurs pour cela que les chars à faux ont certainement un rôle plus démoralisant et désorganisateur que purement létal, et que s'ils peuvent changer vos membres inférieurs en steak haché façon tartare, ce n'est probablement pas l'arme qui fait le plus de morts sur le champ de bataille. De manière plus imprécise, on peut également classer les armes en fonction de leur létalité. L'épée reste là encore l'arme la plus efficace, suivie par les lances, les pierres et autres projectiles des engins de siège, et finalement les flèches et autres traits. Le corps à corps reste bien entendu le plus dangereux et donc le plus meurtrier. Maintenant, admettons que vous soyez seulement blessé après votre dernière altercation. Il est fort peu probable que vous puissiez être soigné directement sur le terrain. Non, ça désorganiserait la formation. Votre rang militaire, votre rôle et probablement votre statut conditionnent la rapidité et la sécurité de votre extraction du champ de bataille vers le camp militaire, les bateaux ou le village environnant. Le médecin vous déshabille, examine la blessure et établit un pronostic. Dans le cas d'une flèche ou d'un trait, il s'emploie à couper ou retirer le projectile en question. Puis il nettoie ou purge le sang mauvais avant d'appliquer une pharmacopée composée d'épices ou de plantes à visée antalgique et probablement un peu antiseptique, même si rien ne nous permet d'en préciser la composition. En cas de fracture, les médecins grecs étaient capables de les réduire, donc de réaligner les os longs, puis de les immobiliser afin de permettre une consolidation qui ne gêne pas la fonction du membre. En cas de traumatisme crânien, la pratique de la trépanation permettait parfois de soulager la pression intracrânienne, voire éventuellement d'évacuer une hémorragie. Les médecins étaient également capables de pratiquer l'amputation pour limiter la progression de la gangrène et même de mettre en place de véritables prothèses. L'efficacité réelle de cette médecine n'est probablement pas énorme vu la grande mortalité en lien avec les complications hémorragiques à court terme et les infections secondaires de plaies. Mais elle permettait sans doute de soulager et surtout d'établir un pronostic assez précis des blessés. Il est quand même important de noter que les soins aux blessés de guerre ne sont associés à aucune prière ou rituel, bien que ceci ait toujours une part très importante dans la médecine grecque, même dans un cadre post-hippocratique. Il me semble intéressant que vous puissiez apprécier l'ensemble des blessures d'Alexandre le Grand, référencées par Plutarque et ses contemporains. En moins 334 à Granique, un commandant perse lui met un coup de dague à la tête, casque brisé, blessure superficielle sur le crâne. En moins 333 à Issos, en Anatolie, une blessure à la cuisse par épée. En moins 332 durant le siège de Gaza, un projectile de catapulte lui disloque l'épaule, plus une blessure par flèche à la cheville. En moins 329 à la bataille du fleuve Sirdaria, probable fracture du péroné suite à une blessure par flèche. En moins 329 durant le siège de Syropolis, violemment frappé par une pierre au niveau de la tête, il en aurait transitoirement perdu la vue, ce qu'on pourrait qualifier du premier cas décrit de cécité corticale. Aux alentours de moins 327, deux blessures par flèche à l'épaule et à la cheville, et surtout en moins 325, une flèche perfore son thorax et est responsable de ce qu'on appelle un hémopneumothorax, de l'air et du sang s'échappant de la blessure à l'intérieur de son thorax. Il est traité avec succès par Critodème de Cos. Voilà, ça vous donne quand même une bonne idée de ce que 10 ans de bataille intense peuvent donner pour le commandant en chef, aussi ravagé soit-il. Si on imagine que les troupes ramassent au moins aussi sévèrement, les médecins devaient pas avoir le temps de s'ennuyer. Sans compter que, s'ils se viandaient dans la prise en charge d'un officier supérieur, ils pouvaient être suspectés de trahison ou accusés de meurtre et risquer la prison, voire dans le pire des cas, une exécution par pendaison. Ce qui incite d'ailleurs un certain nombre d'entre eux à rester plutôt attentistes, surtout quand le pronostic vital devient engagé. Mais en plus des blessures, il y avait aussi plein d'autres façons de tomber malade et de mourir en temps de guerre. Les épidémies, maladies infectieuses en lien avec les conditions de vie et la promiscuité entre soldats et animaux, l'épuisement et la déshydratation suite aux longues marches, la dysenterie liée à une eau non potable, les parasitoses digestives en lien avec une alimentation inhabituelle mal préparée ou empoisonnée, les attaques d'animaux sauvages et notamment de serpents ou autres animaux venimeux sur lesquels nous n'allons pas nous arrêter. Un véritable parcours de santé, quoi. Cependant, il faut prendre tout ça avec d'énormes pincettes. Comme je vous l'ai dit, il existe peu de sources directes concernant la médecine de guerre à l'époque d'Alexandre pour des raisons stratégiques. Il s'agit donc principalement d'extrapolations réalisées à partir de récits historiques héroïsés et parfois même mythologiques et des connaissances médicales supposées de l'époque. J'espère que ça vous donne un aperçu de la médecine de guerre du temps d'Alexandre. En tout cas, merci pour l'invitation et je vous dis à bientôt. Un grand merci, Jérémy. Donc maintenant que nous avons pris le temps de soigner quelques blessés après la bataille, il serait temps d'en voir les conséquences. Darius, même s'il s'en cache en prévoyant de lever une nouvelle armée, est fini, et ne pourra plus que fuir devant l'avancée des Macédoniens. Les portes de Babylone sont ouvertes pour ces derniers, l'empire perse achéménide n'est plus. L'épopée d'Alexandre le Grand entre alors dans une nouvelle phase, plus orientale, consolidant sa nouvelle emprise sur ce qui était l'empire perse et allant toujours plus loin vers l'est.
Mais ça, c'est une autre histoire qu'il ne faudrait surtout pas résumer à une simple expédition militaire. En tout cas, cette victoire tactique doit se comprendre comme une magnifique adaptation à tous les problèmes posés à Alexandre par son adversaire. En aspirant et en fixant les ailes perses, il a su se ménager un espace par lequel passer pour isoler le centre adverse. Sa rupture est intervenue à un moment clé, où aucune troupe ennemie ne pouvait s'adapter à son mouvement, donnant à ce dernier toute sa force. Bien sûr, il y a eu de la chance dans cette bataille, mais son objectif de base était clair et cohérent. Donc si on résume, aspirer et fixer les ailes pour isoler le centre, puis rompre le combat pour pouvoir l'écraser. Une simplicité qui n'était qu'en surface, puisque chaque unité macédonienne avait ses missions, de la gestion des chars au tiraillement de la cavalerie, et surtout avait assez de professionnalisme pour effectuer ces manœuvres complexes et tenir le temps nécessaire pour aller au bout du plan. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Et bien évidemment, un grand merci à Asclépios pour sa participation. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite... Chers spectateurs, tout d'abord je tiens à m'excuser pour la gêne occasionnée par l'extension de cette vidéo. Cependant, je me dois ici d'intervenir pour vous donner des éléments de doute quant au récit proposé. Les meilleures sources d'origine ont disparu aujourd'hui. C'est seulement avec les vies parallèles de Plutarque et l'Anabase d'Arien que l'on a un récit de l'épopée d'Alexandre, basé sur des témoignages fragmentaires désormais disparus comme celui de Ptolémée. Et ces deux livres ont été écrits durant le IIe siècle de notre ère, autrement dit, près de 400 ans après les événements. Aussi, chers spectateurs, je voudrais ici vous inviter à un petit exercice critique, car bon nombre d'événements de la bataille ne font pas véritablement sens. Comment les peltastes arrivent-ils à suivre le mouvement des cavaliers lourds d'Alexandre? Comment ce dernier arrive-t-il à retirer, discrètement, entre 1000 et 2500 cavaliers de son combat sur son aile? Son mouvement ne semble-t-il pas trop complexe à exécuter? Comment est-il possible que Parménion ne soit pas débordé dès le début, puisqu'il est toujours en sous-nombre? De fait, nous ne savons pas exactement comment s'est déroulée la bataille de Gaugamel. L'analyse tactique n'était pas vraiment la priorité des témoignages des contemporains de la bataille. Aussi, celles proposées par Arrien et Plutarque sont déjà des tentatives de donner de la cohérence tactique à la bataille. Autant d'éléments qui me forcent à vous prévenir ici, chers spectateurs, que le récit que vous venez d'entendre de la bataille est un récit hypothétique. Une mise en forme de ce que nous pensons comprendre de cette bataille, issue de notre volonté de donner un sens à l'ensemble. Intellectuellement, cela est séduisant, mais il manque la validation scientifique. Pourquoi dès lors vous raconter ce récit? Eh bien tout simplement parce qu'ici, nous faisons aussi de l'analyse militaire, et que la simple existence de ce récit a des effets sur la lecture de la tactique que l'on fera à bien d'autres époques. Gaugamel, même si ce que l'on comprend de son déroulement est certainement très altéré, a apporté bien des clés de lecture à ceux qui s'y sont intéressés par la suite, notamment durant la Renaissance quand les batailles antiques furent érigées en modèle militaire. Et en cela, la leçon d'aujourd'hui sur l'aspiration, la fixation et la rupture reste valable. En espérant que cet appel à l'esprit critique et à accepter que notre connaissance des événements antiques est imparfaite et souvent biaisée vous a plu, je vous souhaite à nouveau une bonne journée.